Dans l'arène, le podcast qui donne la parole à celles et ceux qui luttent au quotidien. Et qui te donne les clés pour agir à ton tour. Salut Lorraine. Salut Awad. Bienvenue dans l'arène. Ton nouveau média politique préféré. En fait, quand on subit l'injustice, c'est hyper cliché de dire ça comme ça, mais on a envie aussi d'y trouver une solution. Et mes parents m'ont toujours fait comprendre que oui, la vie, elle est comme ça. Il y a des gens qui ont de la chance, il y a des gens qui n'en ont pas. Et il y a des gens qui aident, en fait, ces gens-là qui n'ont pas de chance. Et tu les aides en apprenant sur eux, en fait. Et quand tu apprends sur les gens qui sont autour de toi, tu as envie de faire quelque chose. Et du coup, tu t'obliges à te politiser parce que tu te dis, mais c'est pas comme ça que... C'est pas ce à quoi le monde est censé ressembler. Awad, c'est qui qu'on vient d'entendre ? La personne qu'on vient d'entendre, c'est Mariam Touré. C'est une étudiante de 22 ans qui est cofondatrice du collectif Jeunesse Populaire, qui est un mouvement qui s'est lancé au moment des législatives 2024. Comment tu as découvert Mariam et son travail ? Alors, j'étais en train de faire mes recherches pour le premier sujet, un des premiers sujets qu'on allait aborder dans notre podcast. Et en fait, je suis tombé sur un article de Street Press qui était du coup un top 2025 des personnalités qui vont changer le monde. Parmi ces personnalités, en fait, on avait un trio du coup qui étaient les cofondatrices de Jeunesse Populaire. Donc on a Mariam Touré évidemment, Sarah Benani et Rania Daki, du coup qui ont confondé le collectif toutes les trois. Et en fait, en lisant l'article, en regardant voilà, un petit peu ce que faisait Jeunesse Populaire, je me suis dit que ça serait hyper intéressant de pouvoir leur donner la parole. En fait, j'ai juste envoyé un message sur Instagram à Mariam. Elle m'a répondu direct. Elle était hyper emballée par le projet, ce qu'on essayait de faire. Et voilà. Et après ça, ça s'est fait hyper vite. Mais du coup, c'est quoi le sujet principal de cet épisode ? Alors, le sujet principal pour moi, du coup, c'était vraiment l'engagement citoyen chez les jeunes. Comment est-ce que, en fait, on pousse les gens à s'intéresser à la politique, à aller voter. Et en fait, je voulais surtout, en parlant avec Mariam avant qu'on fasse l'interview, en sachant plus sur son parcours, je trouvais que c'était hyper intéressant de montrer en fait comment son parcours de vie, qui est assez unique et que vous découvrirez dans quelques secondes, comment son parcours de vie en fait fait écho à son engagement politique et en fait comment ça a influencé son engagement politique. Et je trouvais que c'était hyper important à mettre en avant. Moi, j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à enregistrer cet épisode et j'espère que vous qui nous écoutez, vous prendrez autant de plaisir à écouter cet épisode que moi, j'ai eu à le faire. Je l'espère aussi et je vous souhaite une très bonne écoute. Mariam Touré, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invité. Comment tu vas ? Ça va très bien. Et toi ? Super, je suis hyper content que tu aies accepté de venir nous parler pour un de nos tout premiers épisodes. Pour parler un peu de toi dans un premier temps, donc, tu es actuellement en stage à l'ambassade de Côte d'Ivoire, C'est ça. au service association, diaspora et vie politique, et tu commences un stage à la rentrée aux Nations Unies, si je ne me trompe pas. À Genève. Donc tu fais pas mal de trucs. Comment, cet aspect pour l'international, c'est un truc que tu as en toi depuis longtemps ? En vrai, depuis que je suis assez jeune, déjà merci de m'avoir invité, c'est trop sympa. Depuis que je suis assez jeune quand même, parce que moi je suis née en Côte d'Ivoire, après j'ai déménagé en Italie, après j'ai déménagé en France, là j'ai déménagé à Bruxelles pour mes études, donc c'est vraiment... je pars du principe qu'on ne peut pas juste changer les choses en restant chez soi. Et je l'ai vraiment pris au mot de la lettre et je pars du principe que c'est vraiment à l'international qu'on peut tout changer. Donc, si les choses... Enfin, il y a une prise de conscience internationalement parlant, il y aura forcément une prise de conscience locale. Et il n'y a pas d'homme libre si tous les hommes ne sont pas libres. Donc, il faut aller loin, le plus loin possible. Très belle phrase. Merci. Pour revenir un peu en arrière, tu le disais, pour comprendre un peu ton parcours, donc tu es né en Côte d'Ivoire en 2002. Faut le savoir, à ce moment-là, en fait, on est en pleine guerre civile dans le pays, et donc en fait, tes parents ont décidé de partir compte tenu de la situation. Et du coup, tu as vécu en Italie pendant quelques années, et en 2007, tu arrives en France. En 2009. En 2009, tu arrives en France. J'aurais aimé en savoir un peu plus sur ton parcours, en fait, jusque-là. Comment tu as vécu en fait, cette situation, sachant que tu étais encore toute petite ?
La guerre civile, j'ai eu la chance, je m'en rends pas compte parce que je l'ai pas vécu, vu que j'étais très, très jeune. Mais je sais que mes parents en sont réellement, traumatisés alors que enfin là, ils ont mon père a 50 et ma mère a 43 ans, donc ils sont quand même très, très traumatisés, par cette guerre-là et c'est pour ça aussi qu'ils sont partis parce qu'ils voulaient pas que leur fille, enfin leur première fille surtout subisse ça. En sachant que quand on parle de guerre, il y a aussi, tout ce qui est excision, il y a aussi le travail, qui est fait par les autorités, donc qui est psychique aussi, qui atteint, vraiment, les personnes moralement parlant, mais physiquement donc je parlais d'excision, mais aussi de violence et c'est hyper, hyper dur. Donc je sais que je suis un peu traumatisée parce que je sais que si on n'avait pas quitté la Côte d'Ivoire, j'aurais certainement fini excisée, ce qui est une quasi-certitude et enfin ça fait peur parce que Ouais. je me dis: «J'aurais été mutilée quand même» et je le vois autour de moi, c'est quelque chose qui choque profondément et qui traumatise encore des femmes autour dans ma famille. Ouais. Donc ouais, je pense que j'ai eu de la chance, de partir, mais d'un côté, arriver en Italie, c'était un peu bizarre parce que enfin maintenant moi je sais que l'Italie c'est un pays qui est assez raciste quand même, mais j'ai eu de la chance, j'étais jeune encore une fois. Ouais, donc en fait, à ce moment-là, tu te rends pas compte vraiment des choses et de la situation, réelle, en fait, du racisme là-bas? Du tout, je m'en suis pas rendu compte parce que enfin, je pense que quand on est enfant et c'est quelque chose que j'aime bien me dire, c'est on apprend le racisme en fait, on Mmh. n'est pas avec et j'ai vraiment grandi en plus j'ai grandi au nord à Côme, donc zone très bourgeoise, très blanche, on était les seuls noirs. On était 2 familles noires, et une famille égyptienne, mais ils sont tous partis pour nous laisser, je me rappelle. Donc je pense que ils l'ont peut-être un peu plus Ouais. vécu que nous, ouais, Et du coup, ouais, en fait, tu es dans un cadre un peu idyllique, genre lac de Com, et cetera. Et du coup, 2009, tu arrives en France. mmh. C'était quoi un peu ton parcours à partir de là? Bah, j'avais 8 9 ans, donc ma mère a accouché de ma deuxième sœur, puisqu'elle pouvait pas accoucher en Italie, c'était trop enfin, parce que pour le coup, quelque chose que j'ai pas dit, c'est que moi, j'ai pas subi le racisme parce que j'étais jeune, mais ma mère, elle a Mmh. vraiment subi le racisme. Enfin, je sais que, bah, comme on n'a pas de bus, type 72, tout ça, on a vraiment un bus pour la ville et quand elle est rentrée dans le bus, bah, personne voulait rentrer dans le bus aussi parce qu'elle était noire. Donc elle est partie en France pour ça, parce que, bah, quand on est venu en vacances, elle a vu qu'il y avait beaucoup plus de personnes racisées. Mais pour moi, c'était dur parce que je sais pas, enfin, c'était nouveau, c'était une langue que je parlais parce que du coup, je suis francophone. Mais en fait, eu du mal à accepter parce que je me suis sentie beaucoup plus différente en France qu'en Italie. OK, c'est super intéressant, mais genre Trop dans bizarre. dans quel sens? Bah, en fait, c'était déjà, il y avait beaucoup plus de monde parce qu'à Com, c'était vraiment Mmh. vide OK. et aussi, enfin, je me rendais compte du coup, à cet âge-là, je savais pas que c'était du racisme ou de la discrimination, mais enfin, il y avait vraiment quelque chose de stigmatisant quand tu es jeune et enfin, il y a enfin, c'était la mode en plus des Jordan à cette époque-là. Du coup, je me rendais compte qu'en fait, quand tu avais pas certaines chaussures, quand tu avais pas certains vêtements, tu étais pas alors que je pense qu'à Com, en fait, c'était tellement perdu du père que les gens se rendaient pas compte de ça et ils faisaient ça qu'aux adultes. Mais du coup, moi, Mmh. je m'en rendais compte et ça m'a un peu traumatisée, Ouais, parce que on en parlait avant du coup d'enregistrer cette émission. Tu me disais en fait, arriver en France, c'est limite ça a été moralement plus dur que l'Italie pour toi, parce qu'en fait on arrive dans un pays où le racisme, même si on en parle peut-être moins que du racisme un peu plus ouvert en Italie, il est là et en fait il est plus insidieux que dans d'autres pays. C'est ça, il est très intrinsèque, peut-être un peu, enfin, limite dans la culture, en fait et il y a ce truc où justement, enfin, même quand on regarde dans les histoires post-coloniales et tout, même néocoloniales aussi quelque part, bah, en fait, la France et l'Italie n'ont pas la même histoire, mais du coup, ça fait que la France, ça devrait être moins problématique. Sauf que, bah, en fait, quand tu viens, tu te rends compte que c'est vraiment surtout à Chaville, enfin, j'ai toujours vécu dans des endroits blancs, mais populaires, enfin, dans des Mmh. quartiers de blancs avec des petites zones populaires. Donc ça fait un peu comme, en guise de comparaison un peu désuète, mais Brooklyn, quand ça commence à se gentrifier, tu vois? C'est que les Ouais. noirs qui étaient là tout le temps, bah, ils se sont mis de côté de dingue et donc tu te sens un peu enfin, je sais pas, moi je me sentais vraiment, c'était bizarre, peut-être c'est parce que j'étais plus grande, donc j'avais conscience de ça et si j'avais cet âge-là en Italie, bah, ça aurait été peut-être pire. Mais ouais, c'était assez troublant, quand j'étais petite en tout cas. Et du coup, tes premières années, tu me dis, tu as déménagé pas mal en arrivant en Île-de-France, mais du coup, tu as été majoritairement en fait dans le 92? Que dans le Que 80 dans le et dans le 92. 19e aussi. Et du coup, en fait, comment tu vis ces premières années? Tu vois, tu as 7-8 ans, tu arrives en France. Comment tu vis un peu cette situation?
Bah, je sais que j'en ai voulu pendant très longtemps à mes parents. Ah Franchement, ouais. j'étais là, mais j'aime pas du tout ce pays, c'est c'est un peu chiant et tout. Mais après, bon, j'ai compris que si j'étais restée en Italie, bah, j'aurais pas pu aller plus loin dans mes études. Mais en fait, c'est très dur parce que, en fait, on se rend compte qu'il faut qu'on s'intellectualise pour s'intégrer en France. Et c'est très, très perturbant. Tu veux dire quoi par ça? Bah, en fait, il faut que tu prouves que tu vaux quelque chose, tu vois. Et déjà, il faut que tu prouves que ta couleur, elle te limite pas. Et dans un deuxième temps, il faut que tu prouves que tu es intelligent, que tu as une culture, que tu as une éducation, que tu dois à la France. Enfin, c'est Ouais, c'est c'est très, un peu le truc, t'es un Renoir pas comme les autres, quoi. exactement, genre très mon père est ambassadeur du Congo, tu vois? Faut que tu sois cette personne. Ouais. Et je sais que moi, mes parents, en plus, les 2 ne sont pas allés à l'école et j'ai eu la chance, enfin, je suis vraiment très fière du fait que mon père, il a toujours été, mécanicien poids lourd. Donc vraiment sa spécificité, il a toujours gardé ce métier-là. Et ça, j'ai l'impression que c'est un énorme privilège. Parce qu'il y a tellement de personnes qui viennent de pays d'Afrique et qui, justement, en fait, quand ils viennent, ils se réduisent à des métiers qui leur ressemblent pas du tout pour subvenir aux besoins de leur famille. Et mais mon père, il a toujours gardé son métier, donc je suis trop fière de ça parce que je me dis, il est quand même resté, un peu intègre, même si ma mère, elle a été femme de ménage et tout, enfin. Mmh. Mais tu te rends compte que, bah, il faut vraiment que tu te battes, mais en sachant que tu as pas les mêmes chances que les autres. Mais il C'est faut ça. que tu atteignes ce panel-là de personnes, bah, hautes, mais Ouais, tout en te rappelant que tu seras toujours en bas parce que c'est ça. tu es pas blanche. Il y aura toujours quelqu'un pour venir te rappeler, en fait, que peu Exactement. importe, en fait, le statut que tu atteins, tu auras toujours quelqu'un qui va te rappeler, qui va te ramener à ta couleur, qui va te ramener à ta religion, à tes origines. Mmh. Et moi, du coup, là, par rapport à ce que tu me dis, et il y a un truc que je trouve super intéressant, j'aurais aimé en savoir plus. Donc, tu disais que tes parents sont pas allés à l'école. Non. Mais pour autant, voilà, on regarde ton parcours aujourd'hui, tu es quelqu'un de très, très politisé. Euh, En fait, comment en fait c'est arrivé un petit peu ce déclic chez toi et en fait qui t'a fait prendre conscience qu'il fallait aussi que tu fasses quelque chose? Bah, parce que je pense que aussi quand on est arrivé en France quand même, on a rencontré des assez belles âmes. Donc c'était des personnes qui sont très gentilles. Mes parents aussi ont toujours été très engagés dans tout ce qui est aide. Ma mère, elle est à la Croix-Rouge depuis que j'ai 11 ans. Maintenant, j'en ai OK. 22, donc c'est quand même ça fait 11 ans et c'est assez énorme et enfin, il y a toujours eu cette idée de en fait, quand on subit l'injustice, c'est hyper cliché de dire ça comme ça, mais on a envie aussi d'y trouver une solution. Et bah, mes parents, ils m'ont toujours fait comprendre que oui, la vie, elle est comme ça. Mmh. Il y a des gens qui ont de la chance, il y a des gens qui en ont pas et il y a des gens qui aident, en fait, ces gens-là qui ont pas de chance et bah, tu les aides en apprenant sur eux, en fait et quand tu apprends sur les gens qui sont autour de toi, bah, tu as envie de faire quelque chose et du coup, tu t'obliges à te politiser parce que tu te dis: «Mais c'est pas comme ça que c'est pas ce à quoi le monde est censé ressembler, c'est pas ce à quoi, j'aspire vivre plus tard avec mes enfants à moi» et surtout, enfin, quand on est tellement frustré, bah, on se dit: «Mais il faut que je comprenne ce qui se passe» et du coup, bah, tu commences à lire et quand tu commences à lire, tu commences à regarder les gens et tu recommences à regarder la télé, à lire les médias et tu te dis: «Mais c'est pas ça, enfin, c'est pas ce monde-là dans lequel je vis» et donc je pense que en fait, les gens qui disent, par exemple: «Ouais, moi, je suis pas très politique et tout». Enfin, en fait, tout est une question de Bien politique. sûr, Même respirer dans un certain espace, c'est politique. Marcher, c'est politique. Enfin, vivre, c'est politique aussi. complètement. Donc il y a cette chose qui nous dit que même si tout est accessible quand on a un peu de moyens et juste regarder les gens et se rendre compte que, bah, telle personne vit dans la rue, c'est pas normal, alors qu'il y a tellement de logements vides dans Paris. Telle personne va faire la queue à la soupe populaire, c'est pas normal. Telle personne a ceci, c'est pas normal. En fait, c'est avoir une conscience politique. Dès lors qu'on est frustré de certaines choses. Et cette conscience politique, j'aurais aimé savoir comment tu l'as matérialisée parce que tu l'as dit, il faut à chaque fois prouver Mmh. qu'on est à notre place. Du coup, comment tu as fait? Ça a été quoi ton parcours? Par quelle étude en fait tu es passé? Quelle étude tu es aujourd'hui? Alors, j'ai fait un lycée, général, du coup. OK. Donc j'ai fait une première littéraire avec une terminale j'ai fait un bac, L. Après j'ai fait du droit à Paris 1 pour au Sorbonne et je pense que ça m'a bien politisé parce que je suis rentrée dans ce truc où je me dis: «OK», enfin moi je voulais rentrer à Paris 1 parce que c'était là où il y avait la première conférence, des auteurs de la négritude parce que je me suis dit: «Waouh, ils sont trop intéressants, c'est des gens pas comme les autres, Mmh. donc j'ai envie d'être quelqu'un pas comme les autres» et mais quand tu rentres en fait, tu te rends compte que c'est tellement violent. Enfin, c'est tellement tu déjà plus tu avances, plus tu te rends compte qu'il y a moins de gens qui te ressemblent qui partent, Ouais. qui restent plutôt et en fait, plus tu enfin vois ces gens-là qui sont autour de toi, bah, en fait, ils essayent de pas traîner avec toi parce qu'ils ont peur d'être dans un sorte de communautarisme hyper malsain et du coup, ça fait trop peur
Et enfin, no offense à mes potes blancs, mais c'est pas un problème, hein, mais c'est juste que c'est tellement important d'avoir des gens qui te ressemblent autour de toi. Et c'était, enfin, du coup, j'ai fait du droit à Paris 1. Et après, du coup, en master, je voulais vraiment me barrer à l'international, puisque je suis très internationale. Et je voulais aller dans la capitale de l'Europe, du coup, Bruxelles, pour faire un master de droit et me spécialiser en globalisation des droits de l'homme. Donc, universaliser la notion de droits de l'homme, parce que les droits de l'homme ne sont pas les mêmes partout. Et voilà. Et je pense que les dernières, voilà, les dernières actualités qu'on a eues depuis un an et demi le montrent assez bien. Et comment tu as vécu un peu ce changement de l'Île-de-France à Bruxelles, sachant que tu es une femme noire, Mm. tu portes le voile. Comment tu as vécu un petit peu ce changement? C'est trop bizarre, mais je suis tellement contente de vivre à Bruxelles. Enfin, il y a une séquence là qui est passée récemment avec Jamel Debbouze Ouais, je l'ai sur les vu. journaux belges. Et il est grave choqué qu'il parle arabe et tout. Mais vraiment, Bruxelles, c'est ça. Bruxelles, c'est vraiment la capitale où tu croises tellement de gens différents que, en fait, tu te poses limite des questions sur. Enfin, il y a des moments où j'étais là, mais je voyais des gens voilés dans la rue et tout. Je me disais, mais waouh, peut-être que. Est-ce que c'est normal? Alors que je suis moi-même voilée, mais je suis là, mais il y a beaucoup trop de gens qui portent le foulard et tout. Quand je vois des. Enfin, déjà, quand j'ai visité mon premier appart, moi, j'ai eu mon appart en 4 jours. Parce Ah que je l'ai ouais? visité le lundi, le mardi, la dame m'a dit, ok, j'ai trop aimé votre profil, petite dame blanche, flamande et tout. Enfin, incroyable. Et j'avais tellement peur. Bah, forcément, enfin, tu sais toujours que bah, voilà, quand tu es une personne racisée, trouver un appartement, J'avais c'est tellement compliqué. peur. J'avais tellement peur. J'étais là, mais je me suis habillée bien et tout. Ouais. J'ai travaillé la meilleure voix que j'avais. Enfin, je me suis dit, oh, ça va être tellement dur, j'avais tellement peur. Et au final, bah, je l'ai trouvé vraiment. Et la dame était trop sympa. Franchement, et même la fac aussi. Enfin, je dis pas que c'est parfait, hein. C'est toujours. En plus, on a le fils de Nicolas Sarkozy qui est venu dans notre fac, qui a foutu un bazar monstre et tout, en parlant de tout ce qui se passe en Palestine, mais de manière Ah, c'est absolument Louis affreuse. Sarkozy qu'on Oui, voit beaucoup dans l'actu en ce c'est moment, ça, elle est venue à Bruxelles, à également. notre fac. C'était bazar, mais bon, là-bas, on a le droit de militer pour la Palestine, on a le droit de montrer qu'on soutient la Palestine. Hmm. Donc, on a le droit de faire ce qu'on voulait un peu pour dire qu'on n'était pas d'accord avec son intervention. Mais oui, c'est tellement. Enfin, surtout quand je vois. Nous, et en plus, l'ULB, enfin, du coup, moi, je suis à l'Université libre de Bruxelles. Ils ont coupé les liens avec l'Université à Tel Aviv. Et que je me rappelle, à Paris 1, on nous interdisait de. On a vu à Sciences Po ce qui s'est passé et le bordel que ça a La provoqué. dissolution, ouais, enfin, du collectif Palestine Vaincra, qui est horrible. Hmm. Et à Paris 1, moi, je me rappelle quand j'étais à Paris 1, j'étais aussi dans une association qui s'appelait Sorbonne pour l'Organisation des Nations Unies. Et j'étais à la tête de l'antenne droits de l'homme. Et du coup, on nous avait interdit de faire des textes qui dénonçaient ce qui s'était passé du point de vue israélien. Il y avait une justification pour ça? Pas du tout, pas du tout, c'était antisémitisme. Enfin, parce que pour moi, c'est pas une justification Ouais. honnête. Donc, et vraiment, enfin, c'est tellement perturbant parce que des fois, je me dis, oulala, faut que je fasse attention, mais en fait, pas du tout parce que c'est hyper libre et du coup, c'est très perturbant parce que, enfin, France, pays des droits de l'homme et du citoyen, mais moi, je me sens pas du tout citoyenne. Enfin, je me force à l'être parce que j'ai pas le choix. Mais à Bruxelles, ouais, c'est beaucoup plus stylé, franchement. Et voilà, pour rentrer un peu dans le cœur du sujet, parce que j'avais vraiment envie de parler avec toi voilà, d'engagement citoyen, spécialement chez les jeunes. Euh, voilà, il y a une action que tu as portée, co-portée il y a quelques mois, parce que voilà, on le rappelle, le 9 juin 2024, Emmanuel Macron nous sort une dinguerie, Ouais. il décide de dissoudre l'Assemblée. Après voilà, la défaite du parti au pouvoir aux européennes, avec le RN qui finit avec 31% lors des européennes. Et du coup, en fait, tu décides avec deux amis à toi, Sarah Benani et Rania Daki, en fait, de créer une sorte de mouvement pour essayer de pousser les gens à aller voter Ouais. lors des législatives contre l'extrême droite. Est-ce que tu pourrais me raconter un petit peu Ouais. qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi un peu la genèse? Voilà, comment ça s'est passé? Ouais, c'est hyper fun parce qu'on était en réunion diaspora avec Sarah Radoui et Rania, du coup. Du coup, Diaspora, on le rappelle, c'est le podcast du coup C'est ça, c'est le que podcast qu'on a créé avec Sarah Radoui et Rania, du coup, enfin, co-créé. Et on a vu les résultats, mais enfin, je me rappelle, Sarah a pleuré, Rania était vraiment pas bien. Moi, j'étais là, ok, c'est la fin, c'est bon, ça y est, on va tous crever. Et du coup, Rania a mis une story en mode, ouais, qui veut changer les choses et tout, venez en DM. Et il y a énormément de gens qui ont répondu à sa story. Du coup, nous, on a aussi partagé. Et après, on a fait une sorte de communauté WhatsApp.
Et du coup, Sarah Benani a rejoint aussi parce que en fait, Sarah Benani, c'est marrant, mais on l'a rencontrée pour faire des shootings diaspora, du coup. Ok. Et enfin, moi, je la connaissais pas du tout, mais elle connaissait Rania de Banlieue Climat, il me semble. Et donc vraiment, on se connaissait, ça faisait 2 semaines qu'on se connaissait avec Sarah Benani. Rania, je la connais depuis très, très longtemps, vu que c'est ma meilleure amie, mais Sarah Benani, ça faisait quoi? Ça faisait 2 3 semaines, en tout cas pour ma part. Et du coup, on a créé cette communauté-là. Et donc là, on a été rejoints par énormément de collectifs. Donc j'ai peur de les citer parce que j'ai peur d'en oublier, je me sentirais trop mal, mais ils se reconnaîtront s'ils écoutent cet épisode, qui nous ont énormément aidés. Et après, du coup, on avait l'idée de la tribune. Donc on s'est dit, mais comment on peut atteindre les gens? Et du coup, en vrai, j'ai proposé, j'ai dit, bah, les gars, venons, on écrit une tribune parce qu'en vrai, c'est, c'est, enfin, je sais pas comment dire ça, mais c'est la meilleure manière de les atteindre, c'est jouer sur leur terrain. Ils aiment trop écrire des tribunes quand il se passe des donc on va aussi écrire des tribunes. Donc en vrai, ouais, j'ai proposé aussi qu'on écrive une tribune. Elles ont dit: «Bah, OK mec, excellente idée». Après du coup, on s'est dit: «En vrai, parallèlement à la tribune, il faut aussi qu'on fasse, du porte-à-porte, faut qu'on parle aux gens, faut qu'on interpelle et tout sur comment faire des tutos aussi sur comment voter, pour qui voter». On n'appelle pas à voter pour un parti en particulier, mais on invite à voter pour justement, le meilleur parti et en exposant aussi c'est quoi le meilleur parti, donc Et c'est quoi en fait, vous comptez sur l'intelligence des gens parce que c'est tout le monde ça, est en capacité, en fait, devant un exactement. programme, de prendre des décisions. Exactement. Surtout sur ce qui a été fait, ce qui n'a pas été fait. Donc après, Rania connaissait quelqu'un de Libération, donc on a publié la tribune chez Libération. Sarah connaissait énormément de gens qui travaillent dans les médias, tout ce qui est influenceur. Donc en vrai, ouais, c'était vraiment synergique parce que pour le coup, moi, je suis trop nulle dans tout ce qui est médias, réseaux sociaux. Je suis une vieille de ouf. Et À seulement tu 22 ans. Non, mais vraiment, je suis tellement has-been, c'est trop la honte. C'est vraiment, je suis trop honte de le dire, mais je suis trop has-been. Et du coup, moi, dans ma tête, je suis là, ouais, tribune et tout stylé. C'est là, ouais, mais on va le faire comment, tu vois? Donc, elles ont dit, bon, on fait comme ça. Donc, ça a vraiment marché ensemble parce que je pense que sans les idées des uns et des autres, ça marcherait pas. Et surtout, enfin, même la tribune, elle a été travaillée par tellement de personnes, Parce que, tellement de gens. on le rappelle, du coup, Tribune, nous jeunes des quartiers populaires, appelons à l'union de la jeunesse pour faire front contre l'extrême droite, qui a été co-signé par plus de 6000 personnes, Mm, ce qui est énorme. c'est vrai. Moi également, je l'ai signé. Je suis Ouais, tombé dessus parce qu'en fait, les gens l'ont relayé sur les ouais, réseaux, des gens que je partagé. suis, et du coup, j'étais en mode, bah ouais, let's go. Mais ouais, du coup, en fait, ça a été un succès énorme. Mm. Parce que je pense aussi, enfin, en vrai, c'est hyper important de se dire qu'il y a tellement de mouvements. Je pense notamment à Destarnier, Get Up. Il y a tellement même de gens qui parlent de ça, notamment Anas Daïf aussi qui parle énormément de ça. Ouais, Et qui voilà, a tu un vois, là, très très là bon podcast qui s'appelle À l'intersection. exactement, il nous a interviewé, trop stylé. Non, mais il est incroyable. Et en plus, il a sorti son livre récemment, donc trop bien. Et tu vois, là, j'oublie plein de gens alors qu'il y a énormément de gens qui nous ont aidés. En vrai, je me sens trop honteuse. Mais du coup, il y a ce truc où tout le monde a mis la main à la pâte, tout le monde nous a aidés. Enfin, il y a vraiment tellement de gens qui nous ont fait confiance parce qu'ils se sont dit, ok, c'est 3 jeunes filles, enfin 3 jeunes femmes qui appellent à la jeunesse. Et aussi, il y a une question de confiance en fait. C'est une question de Bien sûr. réciprocité. C'est pas, ok, on va venir vous apprendre quelque chose. C'est les gars, on est tous dans la merde. Faut juste qu'on s'aide tous ensemble. Là, c'est fini. Donc, ouais, je pense que c'était vraiment l'idée de tous travailler ensemble. Et du coup, j'aurais aimé en savoir un peu plus sur ce travail, justement. Tu as dit, bah voilà, porte à porte. Comment vous êtes organisé, en fait? Bah, franchement, on a créé des sortes d'unités de, de départements. Donc, c'était vraiment des gens qui allaient faire du porte-à-porte dans leur département, soit qui aidaient aussi parfois les candidats en fait dans leur comment ça s'appelle? Dans leur quartier. Ouais. Parce que du coup, même si on n'appelait pas à voter pour un parti en particulier, moi j'avoue, enfin, par exemple, quand j'étais à Meudon-la-Forêt, du coup, j'ai aidé la candidate LFI de ma ville en faisant du porte-à-porte. Et du coup, on allait vraiment parler à des gens. Après, en fait, c'était tellement l'urgence qu'on s'est pas dit, on va éduquer ceux qui sont déjà paumés. Parce que, enfin, je me rappelle, ça m'a vraiment choquée. J'étais en train de toquer à une porte. Et là, il y a une dame, elle a ouvert la porte, elle fait: «Ah non, je vous arrête tout de suite, moi c'est RN». Je fais: «OK, slay». Super. Bonne journée, madame. Au moins, elle est sûre d'elle, hein. Ouais, elle est sûre d'elle, mais je me dis: «Meuf, t'es vieille, enfin, tu un pied dans la tombe, genre, je sais pas, change, je leur fais confiance à la jeunesse, mais bon, c'est pas grave». Et ouais, c'était ça, c'est que en fait, on n'était pas là: «Ouais, c'est comme ça qu'il faut faire». On s'est Mm. dit: «Bah, les gars, vraiment, faut grave faire du porte-à-porte et surtout aller voir les gens, parler même à des gens». Moi, il y avait des gens dans ma ville, c'était les teneurs de mur, là, comme on les appelle. Ils sont toujours en bas des bâtiments, mais il y en a, genre, enfin, on est parti les voir avec ma petite sœur.
Et elle leur a dit: «Bon, allez les gars, là, faut voter et tout». Et ils étaient là aussi, tiens, en train de distribuer des papiers. Donc vraiment, enfin, c'était hyper, c'était ça. Genre, ouais, c'était surtout vraiment faire du porte-à-porte, faire des vidéos aussi, expliquer aux gens comment faire. Et aussi, genre, dire qu'il faut pas dessiner sur les bulletins de vote. C'est tout con, Mais il y a beaucoup de gens qui le savent mais pas, il y a hein. beaucoup de gens qui le savent C'est pas. vrai. Donc c'est hyper important. Et après, ouais, enfin, premier tour, en vrai, on a vraiment eu, bah, on était trop déçus, du Ouais, coup. le RN qui arrive en tête avec, je crois, une trentaine de pourcents, 31%. 31%, ouais. Ouais, Et ça du fait trop coup, mal. on arrive au second tour, et là, la surprise, Ouais, le nouveau Front populaire qui arrive en tête, incroyable. avec au final qui remporte 192 ou 196 sièges aux législatives. Moi, j'étais dans le 19e chez moi. Il y a les résultats qui s'affichent et j'entends genre les gens qui sont en train de gueuler à l'extérieur. Ouais, C'était vraiment incroyable. Bon, après, évidemment, on connaît la finalité. Normalement, voilà, pour ceux qui n'y connaissent rien, qui s'y connaissent pas trop, normalement, le parti qui arrive, ou le groupe qui arrive en tête aux élections législatives est appelé, du coup, par le président à mmh, former un gouvernement, ce qui n'a jamais été le cas, du ouais, coup. Euh, et voilà, en fait, comment on navigue un peu ce truc où on a appelé les gens, on leur dit il faut aller voter, c'est super important parce que votre voix compte mmh, et elle peut changer les choses. Et au final, tu te rends compte que bah, en fait, ça n'a pas pas changé. changé quoi que ce soit. Mmh. Comment en fait, quel rapport du coup on entretient avec les gens après ça? Bah, Qu'est-ce qu'on leur dit? c'est très frustrant parce qu'on a un peu l'impression d'avoir, trahi, je sais pas, un pouvoir qu'on avait donné en quelque sorte, parce qu'on s'est dit le pouvoir du vote, enfin, on sait que pendant toute la législative, on disait: «Mais liberté, égalité, fraternité, c'est pas que pour les gens qui exposent le drapeau français partout, c'est pour tout le monde». Et surtout, enfin, c'est on franchement, on s'est senti très bête. Moi, je sais que les 2 fois où il y avait les élections, la première fois, du coup, on était chez GetUp Ouais. en train de, bah, de regarder, justement de discuter sur ce qu'on allait faire. Et la deuxième fois, j'étais dans le métro, la ligne 13, et c'est ma sœur de Londres qui m'a appelée, elle m'a dit: «Meuf, on a gagné» et tout. J'étais en: «What the heck?» À ce moment-là, tu t'y attends même plus. Enfin, tu te dis Mais c'est foutu. c'était tellement random, j'ai crié dans le métro, genre, vraiment j'ai crié dans le métro, j'étais là: «Ouais, on a gagné!» Mais après quand on voit que ouais, parce qu'il a pas du coup, il a pas décidé, enfin il a pas choisi de ministre du Front populaire, légalement parlant, bah, il a le droit de pas le faire. Oui. Mais par principe, ça a jamais été fait. Bah, ça a quand même posé un précédent parce que c'était jamais arrivé, que Jamais, je jamais, sache. jamais. Et ouais, on se retrouve dans cette situation-là. Et du coup, bah, déjà, vous trois qui portez ce collectif, bah, voilà, vous êtes là, bon, bah, Mmh. super. Et en fait, qu'est-ce qu'on fait après? C'est quoi la suite en fait? Ouais, c'est tellement déjà, c'est tellement dur parce qu'on s'est posé longtemps cette question. On s'est dit: «Mais en fait, là, qu'est-ce qu'on va faire?» Parce que les gens vont nous dire: «Mais on vous fait plus confiance». Mm. Mais en vrai, on a expliqué que, bah, déjà de 1, c'était pas nous qui avions ce pouvoir-là malheureusement. Si monsieur Macron ne veut pas, écouter le peuple, bah, malheureusement, c'est un président un peu, enfin, moi je qualifie ça d'indigne et d'irrespectueux parce qu'il a pas respecté la volonté populaire. Puisque on a tendance à utiliser le terme populaire pour les quartiers populaires, mais populaire, c'est le peuple. Donc si le peuple s'est exprimé, on écoute le peuple. Mais donc en fait, je pense, c'est surtout faire comprendre aux gens parce qu'on a quand même une prise de conscience, c'est que OK, il a pas choisi un ministre du nouveau Front populaire, mais il y a quand même des élections qui arrivent. Et du coup, les gens, en fait, ont vu, je pense, leur pouvoir, le pouvoir du vote. Et c'est surtout l'idée de savoir que, bah, en fait, il y a ça, c'était les élections, bon, allez, ça, c'était très important parce que c'est législative, mais il y a les présidentielles qui arrivent. Et du coup, là, on est face à un plus grand risque. Là, notamment, on le voit, je pense, en Allemagne, hier ou Ouais, avant-hier. l'AfD qui vient de finir deuxième, Deuxième, deuxième aux élections. effrayant. Ouais, En Belgique aussi, Premier ministre d'extrême droite. oui, Donc là, on a plus de chance parce que enfin, c'est des systèmes régionaux. c'est ça. Et on le rappelle, Indépendants. l'AfD du coup en Allemagne, qui est en fait le parti néo-nazi. Ah, totalement, ouais. Voilà, notamment soutenu par Elon Musk ces derniers temps. Et donc voilà, on se posait énormément de questions et on se dit bah Grave. ouais, en fait, à chaque fois on se dit en France on n'en est pas loin, on n'en est pas loin, mais j'ai envie de dire qu'on y est déjà en fait. Ah, on est en plein dedans là. Enfin, quand tu vois les lois qui passent, tout ce qui est fait, enfin, on est en plein, on nage dedans là. On nage dedans et c'est pour ça que j'estimerais toujours que je suis hyper privilégiée de pouvoir faire mes Mm. études en Belgique parce que bah, il y a plein d'étudiants là. Enfin, il y a la question du voile aussi.
Enfin, on a quand même un ministre de l'Intérieur qui parle d'enlever le voile à l'université. Mais mec, genre, j'ai 18 ans, je sais faire mes choix, tu vois. Mm. Et Et le Sénat, du coup, qui a passé une loi ouais, qui interdit le mariage à des personnes. de Français avec des personnes étrangères en situation irrégulière. Là, il y a la question du voile dans le sport Mm. également qui se pose à nouveau, enfin, qui se pose déjà depuis quelques années. Et là, bah, en fait, tu te rends compte qu'on est vraiment en fait, dans un climat Islamophobe. complètement, complètement. Islamophobe. Et surtout que, enfin, je tiens quand même à la rappeler, je pense que tout le monde en a un peu conscience, mais l'interdiction du mariage avec une personne non régularisée ou en situation irrégulière, c'est depuis. Enfin, on n'a jamais eu de loi similaire depuis la Seconde Guerre mondiale. Enfin, depuis le régime de Vichy en tout cas. Donc, ça nous donne un peu une couleur du régime dans lequel on est là. Et c'est un peu flippant. Mm. Et le voile aussi, pareil, ça fait très peur. Moi, ma sœur, elle est voilée. Et je sais qu'elle a une expérience, enfin, elle aime pas trop qu'on en parle, mais le 8 mars, parce qu'elle, elle est aussi CMJ, donc elle est jeune conseillère municipale. Ouais, on est une famille très politique. Non, C'est c'est- toi qui l'as inspiré Bah, un peu, ou... mais pas trop. Je pense que c'est nos parents, en vrai. Parce que mes parents, ils sont pas allés à l'école, mais ils sont très politisés. Parce qu'ils sont là vraiment, si tu veux, bah, toujours, enfin, si t'as envie d'aider les gens, faut que tu connaisses les gens. Et si t'as envie de connaître les gens, bah, faut que tu rentres dans le système qui fasse que. En fait, faut que tu rentres là où on t'entend pas. Et quand ma sœur, elle est rentrée dans ce truc, moi, j'avais un peu peur et tout. Et surtout quand elle a mis son voile, tout le monde avait peur dans la famille. Vraiment, tout le Ouais. monde. Vous aviez peur de comment elle allait être perçue et de ce qui Mais pouvait se oui, passer? oui, oui, vraiment. Moi, quand j'ai mis mon foulard, déjà, mon père ne m'a pas parlé pendant quelques jours. Ah ouais. Parce qu'il avait peur que je me fasse Donc si ça tenait stigmatiser. qu'à lui, en fait, il aurait préféré que tu le mettes pas Ah, du tout. mais vraiment, ouais, si ça tenait qu'à lui, moi, ma sœur, en sachant que ma sœur, elle a 16 ans, elle l'a mis depuis super longtemps parce que moi, je l'ai mis, donc elle Ok. s'est inspirée de moi. Donc c'était... Mais elle l'a vraiment mis et elle le garde, en fait. Elle est très, très forte et elle En est fait, c'est un peu un acte politique pour elle aussi. Est-ce qu'elle le revendique totalement, totalement, elle est très jeune, mais très consciencieuse. Et du coup, il y avait une cérémonie du 8 mars qui faisait à Meudon. Et vu que nous, on a Meudon-la-Forêt, donc quartier très populaire, entouré par la forêt, mais il y a que des Noirs et des Arabes et des Blancs bah, qui sont pauvres. Et du coup, on est entouré par Meudon, Meudon. Du coup, bah, il y avait une cérémonie. En fait, elle est venue en tant que jeune élue et ils l'ont vraiment mise de côté, en fait. Et elle est venue à la maison, elle était hyper choquée. Elle a dit, mais s'ils pensent que je vais enlever mon foulard pour ça. Et mais ça, moi, ça m'a fait vraiment très mal au cœur. Et je lui ai dit, mais tu aurais peut-être dû enlever ton foulard. Elle m'a dit, mais non, parce que après, c'est quoi? C'est moi qui disparais? Et en fait, quand elle a dit ça, je me suis dit: «Mais c'est vrai, c'est vraiment le système dans lequel on est». C'est que dès qu'il y a des problèmes, c'est soit les étrangers, soit les musulmanes, parce qu'en plus, c'est des femmes et c'est parce que les hommes, OK, on les stigmatise énormément, on l'a vu en plus récemment, mais le fait d'interdire une visibilité de certaines personnes, enfin, c'est quand même assez choquant et surtout, je tiens à le rappeler que la France, c'est le seul pays qui interdit le voile dans les compétitions sportives. Genre le même seul au en monde. Chine, avec les Ouïghours, ils font pas ça. Et il y a vraiment ce truc de, t'as leur justification qui est, oui, on veut pas de communautarisme, on veut de la laïcité, mais bon, Mmh, voilà, même le terme de laïcité a été assez grandement détourné ces dernières années. totalement. Et en fait, t'as l'impression qu'ils se rendent pas compte que, justement, en plaçant ce genre d'interdiction, d'empêcher du coup des jeunes filles, des jeunes femmes de pratiquer un sport, je sais pas, voilà, de s'engager dans des assos, etc., bah, justement, tu vas créer du C'est communautarisme. ça, Et en fait, t'as l'impression de te retrouver dans un cercle oui. hyper vicieux et qu'on va pas s'en sortir, quoi. Ah, mais c'est ça, c'est soit tu crées du communautarisme ou soit tu crées des gens qui veulent fuir le pays, tu vois? Moi, la France, vraiment, j'adore ça. J'adore ce pays, enfin, je suis française, tu vois? Je suis là depuis que je suis bébé et tout, j'ai la nationalité française, enfin, pas bébé, mais très jeune en tout cas. Et le fait de me dire que, bah, en fait, je suis partie parce que, OK, je voulais faire des études de droit international, mais aussi je suis partie parce que bah, c'était super dur. Et c'est pas évident d'être française, racisée. Enfin, je suis vraiment à l'intersectionnalité de plein de choses. Du coup, c'est très Bah, dur. t'as vraiment le combo Qu'il faut pas. d'absolument tout. Qu'il faut pas. Vraiment, c'est faut dire hein, que c'est le combo qu'il faut pas en fait. C'est que t'as pas le droit de pas être contente, parce que sinon t'es une femme noire super agressive. Mm. T'as pas le droit de te défendre parce que sinon, oh là là, enfin, c'est islamiste, parce qu'en plus on utilise le terme islamiste un peu à tout va. Il y a tellement de choses qui font que bah en fait tu dois juste disparaître, que bah tu pars. Et c'est horrible parce que vraiment, enfin, la France, elle veut tellement se donner une bonne conscience que je pense qu'elle oublie son histoire. Parce que vraiment, quand il y avait la Déclaration des droits de l'homme, du citoyen, il y avait encore le Code noir qui était en France. Et je pense que plus le temps avance, plus ils oublient que ils ont tellement de choses qui vont pas que bah tu dois forcément être là, ouais, je dois des choses à la France. Tu vois, enfin, on Mm. le voit avec Omar Sy et tout ça là. Exactement.
Vraiment, je suis désolée d'utiliser toujours cet exemple-là, mais c'est vraiment le plus parlant, tu vois. Sauf que bah, la France aussi, elle me doit des choses. Enfin, je veux dire, je suis pas bête, je suis pas dénuée de. Enfin, je veux dire, j'ai rien à prouver, mais j'ai rien à donner non plus. Enfin, tu vois. Et c'est ce truc où. Et c'est pour ça qu'il y a aussi la jeunesse populaire, c'est que en fait, on veut donner aux gens la, leur juste place, en fait. On veut faire comprendre à la jeunesse que bah, vous avez une juste place et c'est pas parce que tu habites à Saint-Denis, à Mayotte ou à Quimper ou dans la diagonale du vide que t'es pas français ou que c'est pas parce que tu vas pas à la Sorbonne ou à Sciences Po que enfin, t'es pas politisé ou t'as pas le droit d'avoir une conscience politique. Aussi faible soit-elle, tout le monde a de la politique en elle, tu vois. Et c'est ça qui est très dur en fait maintenant. Mmh. Et tu le disais tout à l'heure, il y a des échéances très importantes qui arrivent. Tu as parlé des présidentielles en 2027, on a les municipales en 2026 également, qui vont être très importantes. Et du coup, au niveau de jeunesse populaire, en fait, comment est-ce que vous envisagez un peu les 2 prochaines années? Qu'est-ce que vous voulez mettre en place, que ce soit au niveau local ou peut-être au niveau plus haut? Voilà, qu'est-ce que vous Mm. voulez faire? Bah, c'est trop cool parce qu'en vrai, ouais, là, on a commencé en plus à faire des recrutements et tout, donc c'est trop bien. Et en fait, on s'est vraiment structuré en trois pôles différents, donc local, national et international. Et c'est vraiment, bah, du coup, les municipales, comme tu en parlais tout à l'heure. Et c'est important aussi, je pense, de remercier l'Assemblée des quartiers qui nous a invités pour les rencontres populaires à Toulouse. Donc, j'ai pu vraiment faire un appel à la jeunesse parce que là, on s'est rendu compte aussi que pas tant de jeunes que ça connaissaient vraiment, genre, sur certains côtés, du coup, la jeunesse populaire et nos actions. Donc, en vrai, c'était très important et merci à eux de nous avoir invités sur ce panel-là, en tout cas, pour nous exprimer. Et bah, du coup, en fait, oui, tu as ce truc où localement, on veut vraiment, conscientiser au niveau local, au niveau national et au niveau international, c'est un peu plus différent. C'est moi qui m'en occupe, du coup, super choquant. Mais c'est vraiment faire un plaidoyer, internationalisé, du coup, sur, bah, la montée de l'extrême droite. Parce que au final, même si les pays sont différents et n'ont pas les mêmes problématiques, on est quand même face à une même peur qui est l'extrême droite qui vise exactement les mêmes personnes. Des personnes pas blanches, des femmes racisées, et enfin des personnes pas blanches, voilà, des personnes pas blanches et chrétiennes. C'est pour vulgariser un peu la chose. Donc là, par exemple, récemment, on a contacté une association argentine qui s'appelle Hijos. Et en gros, c'est une association qui, enfin, globalement, travaille justement sur des petits-enfants, des personnes qui ont survécu à la dictature, en fait. Ok. Et donc maintenant, en fait, avec Javier Milei, ils sont vraiment exposés à quelque chose de très dur, finalement. Et là, Du coup, maintenant, Javier Milei, qui est le président président argentin, argentin, ouais. conservateur, Meilleur pote d'extrême d'Elon Musk droite, aussi, il faut le très bon dire. pote avec Elon AFD, mais Musk. Elon Musk Voilà, Argentine. tout est lié, tout est lié. Ça fait super peur. Et en parlant même enfin, d'États-Unis, on a aussi, enfin, on a aussi eu un lien avec une association, United We Dream, qui est du coup une association d'enfants issus d'immigration, donc de plusieurs pays, enfin, limitrophes aux États-Unis, et aussi une association allemande, du coup, qui travaille justement contre la montée du nazisme envers les jeunes. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on vise vraiment plein d'organes, genre même là, Destin lié encore une fois, Get Up et Assemblée des quartiers aussi en France. Nationalement parlant, c'est vraiment avec les députés. Nous, c'est ce qu'on a toujours dit, c'est qu'on va pas bosser qu'avec des gens du Front Populaire, enfin, qu'avec des gens de LFI, mais aussi des gens du PS. Par exemple, là, le repas à 1 euro, c'était une députée du PS qui l'avait déposé. Donc, c'est vraiment travailler avec les députés qui veulent travailler avec nous. Parce que là, en fait, il y a plus de travail dans l'urgence, il y a plus de ouais, faut qu'on se dépêche et tout. On se dépêche pas, on prend notre temps, on fait les choses bien. Parce que finalement, quand on les prend notre temps, on se prépare aussi mieux pour la suite. Et voilà, donc ouais, les municipales, là, c'est vraiment le prochain objectif. Moi, ce que je trouve remarquable par rapport à tout ce que tu viens de me dire là, c'est que, enfin voilà, vous êtes vraiment créé en juin. On est en février 2025. Il y a à peine 6 mois qui se sont passés. Genre, enfin, ce que vous avez fait, c'est incroyable. Honnêtement, je trouve ça incroyable. Et justement, tu vois, quel regard tu portes un petit peu sur cette évolution un peu qui a eu en quelque temps? En vrai, je vais être super prétentieuse, mais avec les filles, on s'est dit, ouais, on va pas assez vite. C'est Ah, vraiment. c'est pas assez. C'est Non, pas c'est assez. dur, on va pas assez vite. Parce que ça, en fait, ça avance tellement vite, les choses avancent tellement, le monde avance tellement vite que on se dit, ouais, enfin, faut vraiment peut-être on mette les bouchées doubles. Mais en fait, je pense que le regard extérieur, c'est que je suis juste trop contente d'être entourée de Sarah et Mm. Rania parce que je pense que, bah, comme je le disais tout à l'heure, moi, j'ai plein de lacunes sur certains points et elles sont très fortes sur d'autres. Donc, on travaille tellement bien ensemble et je suis hyper reconnaissante, en fait, même de l'équipe qu'on a. On a Paul Denis aussi, on a Terek, enfin, on a vraiment plein de gens qui bossent avec nous sur ça.
Et aussi, ouais, même les orgas autour qui nous font confiance, enfin, c'est juste hyper, c'est tellement gratifiant et ça me met aussi un peu la pression. Enfin, même Street Press, tu vois? Comment ça s'est passé d'ailleurs avec Street Press? C'est eux qui vous ont contacté, qui ont dit on kiffe votre travail? Alors franchement, c'est Sarah qui m'a contactée et moi j'étais au début, Street Press, je connaissais un peu, mais je suis tellement nulle avec tout ça. J'étais en: «Ouais, c'est un truc assez stylé», mais dans ma tête, en fait, c'était pas aussi stylé, tu vois? Et j'étais là: «Mais oui, c'est trop bien, ils ont parlé de ça, ils ont parlé de ça» et ils avaient fait un article sur le cinéma. Moi, j'aime trop le cinéma, donc j'étais là: «Ouais, putain, mais ils parlent trop de plein de trucs hyper intéressants et tout». J'étais là: «Mais c'est trop un média incroyable». Et elle m'appelle, elle me dit: «Meuf, moi, faire partie de leur top 25». J'étais là: «What?» J'étais à Bruxelles dans le bus et je révisais mes partiels et tout, donc ouais, j'étais perdue, j'étais du père et les chefs étaient là: «Mais c'est incroyable» et j'étais là: «Mais c'est oui», mais j'avais du mal à y croire, en fait et jusqu'au jour où j'étais, bah, dans la salle de photo, j'avais encore du mal à y croire. J'étais là: «Non, c'est pas possible». D'autant plus qu'il y avait que des femmes autour de nous et ce top 25, il est super fort parce qu'il y avait que des femmes et Ouais. c'est que des femmes qui sont tellement différentes, tellement engagées, tellement, il y avait Perrine Bon de l'agence Louder Média, il y avait Sophia Chouviat, la fille de Cédric Chouviat, enfin, il y avait d'autres personnes, il y avait les fondatrices de Commune Média, du coup, enfin, c'était vraiment incroyable et j'oublie d'autres personnes absolument fabuleuses, mais c'était tellement bien et la confiance surtout, je pense qu'elles nous ont que Street Press nous a fait, c'est tellement mais du coup, ça met de la pression, tu vois? Parce qu'on se dit: «Ouais, faut qu'on donne C'est ça, ça un tu peu». as eu une exposition, médiatique et là maintenant tu dis: «Bon bah, maintenant faut prouver quoi». Ouais, c'est ça et du coup, c'est très, très stressant, ça fait très peur, mais en même temps, enfin, c'est tellement waouh parce que du coup, en fait, ils nous ont donné une certaine, reconnaissance qui nous Mmh, permet aussi d'être crédibles, en fait bien sûr. et en fait, quand ça vient des gens de chez nous, parce que pour moi, ça, c'est chez nous, en fait, Street Press et tous ces gens qui nous soutiennent, bah, moi, j'aime bien. Enfin, genre, vraiment, ça nous rassure, c'est le collectif et ça, c'est Céline de l'Assemblée des quartiers qui nous l'a dit la dernière fois. Elle a dit: «Mais sans le collectif, on n'arrive à rien faire et s'il y a pas de collectif, bah, vous arriverez à rien faire» et ce truc de ouais, une personne va monter en haut pour ouvrir la porte à tout le monde, ça existe pas. On rentre, on va tous en haut, on prend un pied de biche, Mmh. on casse la porte et après on rentre tous ensemble et c'est comme ça que ça marche parce que, enfin, je suis très contente d'avoir les filles autour de moi et je pense que je leur dis pas assez et aussi de tous les gens qui nous soutiennent parce que c'est je pense avec tout ça, enfin, dès le début, hein, s'il y avait pas eu tout ce soutien-là, on n'aurait jamais réussi à faire tout ça. Donc je pense que dès lors que le soutien continue, bah, on va faire des grandes choses et surtout faire confiance aux jeunes, en fait. Il y a pas de: C'est ça. «On vous éduque», c'est: «On apprend tous ensemble». Et c'est parfaitement la transition pour mon prochain point, c'est voilà, vraiment ce sujet de mobiliser la jeunesse. Nous, à Dans l'Arène, tu vois, notre objectif, c'est vraiment d'essayer de vulgariser la politique, Mmh. à des publics qui se sentent pas représentés, qui ne s'y connaissent pas et en fait, c'est vraiment la question, en fait, comment est-ce que tu les touches? Et c'est vraiment un truc, enfin, tu vois, que, bah, nous, on en discute encore, on sait pas encore exactement comment on va faire et ouais, un peu, quand vous discutez, au sein de Jeunesse, Populaire, heu, qu'est-ce que vous vous dites, en fait? Comment est-ce qu'en fait, on les intéresse? C'est quoi le discours, en fait, qu'on a face à eux? Bah, en fait, déjà, on se demande comment nous, on voudrait être intéressés. Qu'est-ce qui nous intéresserait, nous, parce qu'on est aussi jeunes? Donc comment on peut être, en fait, interpellé par ce qui se passe? Et bah, l'être humain est un être, parfois peut-être un peu égoïste, mais on se dit: «Bah, en fait, c'est ce qui nous implique nous d'abord», tu vois? Et les questions qui nous intéressent nous d'abord, par exemple, la question du voile, c'est c'est tellement, enfin, c'est tellement personnel et c'est tellement dur et c'est tellement global qu'en fait, on est tous concernés par ce qui se passe. Parce qu'on a des frères, on a des sœurs, enfin, même, la question des violences policières aussi Bien sûr. et c'est des questions que, bah, en fait, tous les partis de gauche, par exemple, quand on avait, le nouveau Front populaire à la genèse avec le PS et tous les partis que ils avaient pas encore trahi. Enfin, on était en mode J-10, J-5 je crois avant qu'ils trahissent et du coup, on s'était dit: «Bon, en vrai, enfin, il y a des choses qui nous concernent nous». C'est par exemple les violences policières, ils en parlaient pas forcément et même l'islamophobie, enfin, rappelons-le, le PS ne reconnaît pas encore la notion Ouais. d'islamophobie, ce qui est assez problématique parce qu'à partir du moment où on a les Nations unies, tous les pays du monde, toutes les organisations du monde qui reconnaissent que la France a un problème avec le voile, mais que tu as des partis politiques qui refusent d'admettre ça ou que le gouvernement lui-même aussi refuse de l'admettre. Donc je pense que nous, en tout cas, ce qui a marché, et ce qui marche encore maintenant, c'est l'idée de se dire que, bah, les gars, en fait, là, les gens là qui dirigent maintenant, demain, ils seront tous alités, ils seront tous, bah, vieux,
morts pour certains, parce qu'ils sont déjà tous, ils ont tous 70 ans, ils dirigent encore la France. Et du coup, en fait, il faut se dire, bah, ça sera nous, la prochaine génération, qui va diriger. Donc, bah, en fait, il faut qu'on change les choses maintenant parce qu'on va pas prendre un pays en ruine, en fait. Et on doit se battre, en fait, pour ça. Donc, c'est pour ça que les jeunes doivent s'engager. Et tu leur dirais quoi à ces jeunes peut-être qui vont nous écouter, tu vois, qui ont entre 15, 16, 17 ans, qui vont bientôt aller voter, qui vont peut-être voter aux élections présidentielles en 2027. Qu'est-ce que tu leur dirais? Bah, franchement, si t'as pas envie de vivre dans une société enfin, dans la même société que maintenant, si t'as envie que les choses elles changent, bah, faut que tu t'intéresses à ce qui se passe autour de toi parce que c'est pas possible de pas être politisé. Enfin, même le fait que tu ailles à l'école, c'est de la politique. Donc, si tu vas à l'école, bah, profite de cette politique-là et enfin, mène-toi vers d'autres politiques différentes. Et surtout, bah, un monde meilleur pour toi, c'est surtout un monde meilleur pour les autres aussi. Et c'est hyper cliché, mais enfin, on peut pas vivre heureux tout seul. Et vraiment, enfin, se dire que bah, faut que j'aille voter, mais je vote que pour ce qui m'arrange à moi parce que j'ai les moyens, j'ai ceci, j'ai cela. Bah, faut pas oublier que en fait, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Enfin, les chances que tu as aujourd'hui, l'accès qu'on a aujourd'hui, l'école, certaines nourritures, certaines aides, c'est parce que des gens se sont battus avant. Et du coup, bah, pour que les générations futures, nos enfants, aient des chances encore mieux que celles d'aujourd'hui, faut que nous on se batte maintenant. Voilà. Super. Bah, Mariam Touré, merci beaucoup. Merci. Je suis vraiment hyper content d'avoir pu discuter avec toi. C'était super, super intéressant. C'est quoi ton actu? Voilà, c'est quoi un peu ton actu en ce moment? Mon actu en ce moment en termes de politique ou quoi? Ouais, tout. Franchement, il y a des questions au gouvernement là bientôt sur justement pour le voile. Donc, bah, intéressez-vous-en. Regardez les séances à l'Assemblée. Et c'est hyper cliché. Je comptais dire un truc hyper stylé, mais pas du tout. C'était déjà très très bien. Donc, allez, ouais, vraiment regarder ce qui se passe actuellement. Enfin, interpellez vos députés aussi, les députés macronistes, même si on les aime pas forcément, interpellez-les parce qu'on sait que les députés de gauche, majoritairement, ne vont pas voter pour l'interdiction, en tout cas, du voile dans les espaces sportifs, je Donc l'espère. c'est pas eux qu'il faut aller chercher en fait. C'est pas eux qu'il faut aller chercher. Il faut aller chercher ceux qui sont au milieu, qui ont un temps ancien, fait des bonnes choses un peu. Donc, il faut essayer de les convaincre de retourner vers le bon côté de la lumière, en tout cas pour cette loi-là, espérons. Et donc, ouais, il faut les interpeller dès maintenant parce que c'est super grave. Et je pense que c'est pas parce qu'on est musulman qu'on doit pas faire du sport. J'ai aussi envie d'avoir un summer body goal, so j'ai envie d'aller T'as encore quelques mois, on est en février, il y a et le là, ils me temps. font peur, là. Donc, franchement, j'ai pas envie d'avoir de problème avec ça. Donc, s'il vous plaît, en plus, ceux qui votent ça, c'est des hommes blancs qui n'ont pas peur de Dieu, vu comment ils sont méchants. Donc, s'il vous plaît, faites quelque chose. Voilà, c'était mon actu. Et pour Jeunesse Populaire, où est-ce qu'on peut vous retrouver? Est-ce qu'on peut vous rejoindre? Bien sûr, vous pouvez nous rejoindre par Insta. En fait, on a un lien en bio. L'Insta, c'est la Jeunesse Populaire. Donc, comme ça s'entend, ça s'écrit pareil. Et voilà, vous pouvez remplir le doc Insta. On fait passer des entretiens parce que du coup, vu que ça s'appelle Jeunesse Populaire, ça s'ouvre vraiment à la jeunesse populaire. Donc, d'outre-mer, des zones rurales. Donc, voilà, rejoignez-nous parce que je pense que c'est super important. Et surtout, politisez-vous, comme ça, demain, ça sera plus cool pour nous tous et pour nos enfants. Et même si on n'a pas envie d'avoir d'enfants, juste pour les gens qui vont vivre, en fait. Enfin, je veux dire, on va tous mourir bientôt parce qu'il y a du réchauffement climatique en plus. Donc, autant connaître plein de choses, être super intelligent et ne pas être comme les autres, justement, pour plus tard. Voilà. Super, bah Mariam, encore une fois, merci beaucoup. Merci de m'avoir reçu. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. J'espère que vous avez autant apprécié que nous, on a pris plaisir à travailler dessus. N'hésitez pas à suivre Dans l'Arène sur les réseaux sociaux. On est vraiment partout, de TikTok à Insta, à X, à bref, tout ce que vous voulez. Et on se retrouve dans le prochain épisode.